Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum quotidien que vous suivez à travers le réseau de nos 52 radios partenaires dans toutes les régions du Niger. Dès sa naissance, un enfant commence à développer ses capacités cognitives comme la pensée, la mémoire, l'attention, le raisonnement et la planification. C'est ce qui lui permet d'acquérir des connaissances, de résoudre des problèmes, d'exercer son jugement et de comprendre ce qui l'entoure. Il faut noter qu'il y a 5 sphères pour le développement d'un enfant. Le développement global de l'enfant peut se diviser en 4 grands domaines: physique et moteur, social et affectif, cognitif, langagier. Ces sphères de développement s'influencent mutuellement, même si elles n'évoluent pas nécessairement au même rythme. Au fil des mois, voire années, l'enfant découvre progressivement son environnement à travers ses sens et ses différentes expériences. Tout est nouveau et il fait chaque jour de nouvelles acquisitions. Dès lors, chaque jeu offre une multitude de possibilités à l'enfant, comme par exemple le fait d'apprendre, de prendre du plaisir, de s'exprimer ou encore d'entrer en interaction avec les autres. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des jeux pour enfants, à savoir comment choisir le bon jeu d'éveil pour l'enfant. Je suis Rafika Taher à la modération et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir M. Ibrahim Amadou Banya, sociologue, et de Mme Aboubakar Zoubaïda, conseillère pédagogique du préscolaire et présidente de l'IVODEP, Niger, Initiative des volontaires pour le développement de l'éducation préscolaire au Niger. Beaucoup de parents ont des difficultés aujourd'hui dans l'éducation des enfants. Il y a des parents qui ont des difficultés de connaître leur enfant et ne savent pas comment faire pour aider l'enfant dans son évolution. À toutes ces difficultés viennent aussi se greffer les nouvelles technologies de l'information, principalement l'Internet et les Android. Beaucoup de parents pensent qu'équiper la maison d'un enfant avec toutes les chaînes du monde ou lui payer un téléphone est une solution. Pendant ce temps, l'essentiel qui est la communication manque. Il est donc important de communiquer avec l'enfant, répondre à ses besoins et lui assurer une sécurité matérielle et affective. Pour toutes ces raisons, beaucoup de parents se confient à des experts, d'autres cherchent à comprendre et à connaître les jouets et les jeux qu'il faut pour développer des compétences de l'enfant. De nos jours, les jeux collectifs qu'on connaît ont aussi tendance à être délaissés par les enfants en ville comme en campagne. Par exemple, le jeu de danse communément appelé Kobin de Gani en milieu Jarma, un jeu particulièrement nocturne. Nous allons d'abord commencer par vous, Monsieur Banya. Bonjour. Bonjour, Madame Rachita. Pourquoi est-ce que ces jeux collectifs ont tendance à disparaître aujourd'hui? Quand on parle d'enfants, on parle d'un être en développement qui a besoin de tout l'encadrement possible pour être un adulte prêt à donner, à contribuer au progrès économique et social de sa nation. De par la Convention des droits de l'enfant, le jeu est consacré parmi les principes fondamentaux des droits de l'enfant, notamment en son article 3, où on parle de vie, survie et développement de l'enfant. Donc le jeu intervient surtout dans le développement de l'enfant. Le jeu permet à l'enfant de s'épanouir. Dans la société traditionnelle, les enfants ont une place de choix dans l'éducation. Veiller à l'éducation de son enfant est la première priorité de toutes les priorités. Parce que si vous qui êtes adulte, vous n'arrivez pas à veiller sur l'éducation de votre enfant, vous aurez échoué et vous risquerez de produire un enfant qui va perturber l'ordre social. Et pour éviter tout cela, l'Afrique a déjà eu des solutions avant même l'arrivée de ces conventions. Parce qu'en Afrique, on sait que les enfants sont réunis en fonction des classes d'âge. Les enfants créent eux-mêmes des jeux. Il y a des jeux aussi que les enfants auxquels ils sont initiés. Donc les enfants, en fonction de leur classe d'âge, se retrouvent généralement les soirs pour jouer. Et ces jeux, la plupart de ces jeux sont des jeux moralisateurs qui incitent à la solidarité, qui font appel à l'amour du prochain. Donc ces enfants rentrent en interaction
ils créent une chaleur humaine entre eux. Et même quand ils deviennent grands, ils continuent toujours à manifester la solidarité les uns à l'endroit des autres parce qu'ils sont grandis ensemble, ils ont cultivé l'amour, ils ont cultivé la solidarité et ça leur permet aussi de connaître leur milieu culturel. En dehors même des jeux que les enfants créent, il y a d'autres jeux qu'ils trouvent qui sont conférés, légués par les aînés et qui les amènent à s'adapter à leur environnement et qui les amènent aussi à avoir l'esprit créatif. Oui, ces jeux traditionnels-là, ils ont tendance à disparaître maintenant dans les villes comme en campagne où c'était assez fréquent. Pourquoi, selon vous, ces jeux disparaissent? Parce que tout simplement, nous sommes devenus des aliénés. Nous avons importé une culture qui n'est pas la nôtre. Donc, au point où nous sommes en train de rejeter notre propre culture pour prendre une culture qui n'est pas la nôtre et une culture qui n'est pas adaptée à l'éducation de nos enfants. La technologie, nous l'avons emportée. Et malheureusement, le jeu auquel les jeunes enfants ou les adolescents s'adonnent aujourd'hui, c'est le jeu focalisé sur les ordinateurs. C'est vrai que c'est des jeux qui stimulent aussi l'intelligence de l'enfant, mais au nombre de ces jeux, il y a des jeux qui sont dangereux pour l'épanouissement de l'enfant, pour le devenir, disons, de l'enfant. Parce qu'il y a des jeux dangereux qui peuvent influencer négativement l'enfant dans son comportement futur. Par exemple, le jeu qui incite à la violence, les jeux les images qui sont suivies par les enfants dans les ordinateurs, qui relèvent de la pornographie. Vous voyez. Maintenant, nous allons continuer avec vous, Madame Zubaida. Pourquoi est-ce que ces jeux traditionnels ont tendance à disparaître et quelle importance ces jeux ont dans le développement de l'enfant? Ces jeux traditionnels qu'on a tendance à délaisser. Je vous remercie, Madame, de m'avoir donc donné la parole pour m'exprimer en ces termes donc concernant les jeux collectifs d'antan. Et on a tendance à vraiment ne pas laisser les enfants d'aujourd'hui sortir jouer. Et pour moi, dans le temps ancien, vraiment nos parents ont confiance en nous. Parce que moi, je me rappelle quand on était enfant et on avait même l'habitude d'aller vendre quelque chose la nuit. Maintenant, quand on revient de ces activités, on dit aux parents, maman, voilà la recette, voilà ce que j'ai vendu. Et maintenant, je vais donc au jeu. Et on accepte. Les parents acceptent parce qu'ils ont confiance en nous. Ils savent très bien qu'on sort pour jouer. On sort pour ne pas aller quelque part, mais pour aller à la place des jeux. Il y a une place réservée à ces jeux-là dans le temps ancien. Mais maintenant, regardez la société de maintenant, la société d'aujourd'hui. Vraiment, que ça soit garçon ou bien que ça soit fille, vraiment, on n'a pas confiance en tant que parent de laisser vos enfants vraiment aller jouer. Or, le jeu est très important. Le jeu, c'est une activité principale de l'enfant parce qu'il se développe physiquement et mentalement et socialement. Hein? Le jeu, il est d'une très grande importance parce qu'il développe physiquement donc le corps de l'enfant et mentalement, l'enfant, il acquiert des aptitudes vraiment nécessaires. Il acquiert des bonnes aptitudes à travers donc le jeu et il est en train de se socialiser. Le fait d'être en groupe, il est en train d'acquérir la notion du groupe. Et selon vous, à quel moment est-ce qu'il faudra offrir un jeu d'éveil à l'enfant? Voilà. Maintenant, le moment, moi, je dis que les parents, qu'on soit intellectuel ou bien qu'on ne soit pas intellectuel, moi, je pense que l'enfant a droit au jeu. C'est un droit. Il a droit au loisir. Comme l'a dit donc mon collègue, il a parlé des droits de l'enfant, donc de la Convention des droits de l'enfant. Et il y a un article qui dit que l'enfant a droit au loisir, même s'il ne sort pas. Il n'a qu'à rester à la maison, seulement il faut le mettre dans des conditions où il va jouer. Et comment? Quelles sont ces conditions-là? Moi, je dis qu'on peut créer ces jeux-là. Il y a des jeux importés, mais on peut soi-même créer des jeux et fournir à l'enfant des
le bas âge. Dès que l'enfant naît, il a droit au jeu. Le fait de taper, par exemple, de lui chuchoter quelque chose, ça intervient dans le jeu et ça éveille l'enfant. Et vous allez voir un enfant qui ne joue pas, on dit généralement, il est même malade. Oui, quand vous voyez que votre enfant ne bouge pas, ne court pas, il ne saute pas, il ne joue pas ou bien il ne réagit pas, la mère qui clique quelque chose, c'est pour vraiment voir est-ce que le développement, l'essence de l'enfant, est-ce qu'il voit, est-ce qu'il entend. Et ça, c'est dès le bas âge. C'est à partir de 6 mois, 3 mois. Et vous allez voir les réflexes pour mesurer vous-même. Est-ce que ces réflexes sont en train de se développer. Je pense que c'est dès le bas âge que la famille peut offrir les différents jeux à l'enfant. Monsieur Bagna, le sociologue que vous êtes, pense qu'il faut offrir le jeu à l'enfant à quel moment de son développement? L'enfant, il est un être en développement. L'enfant, et vous savez, même dans l'enfance, il y a, dans ce cas spécifique, on peut parler de deux phases. Et il y a la phase où l'enfant, il est né bébé, donc il n'est pas très conscient de ces enjeux-là. Il y a aussi la deuxième phase où l'enfant est capable de discernement. Donc à partir de l'âge de 7 ans, on considère que l'enfant est capable de discernement. C'est même pour cela que les enfants sont inscrits à l'école à l'âge de 7 ans. Donc le bébé qui n'est pas capable de discernement, il faut beaucoup miser sur ses sens pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème et pour lui favoriser son épanouissement sur le plan psychique. Maintenant, l'enfant qui est capable de discernement, lui, en même temps que vous allez l'apprendre à jouer, vous allez aussi lui permettre avec ses camarades de la même classe d'âge d'être en interaction pour apprendre et créer d'autres jeux. Parce qu'en créant d'autres jeux, c'est comme si les enfants sont eux-mêmes en train de développer leur sens sur le plan de la créativité. Et ça leur permettrait aussi d'avoir la notion de la compétition. Parce que les enfants qui sont capables de discernement, et surtout quand on prend sur le plan scolaire, je vais vous prendre un exemple. Et il y avait, avant, nous, on était très jeunes, on était à l'école, il y avait une émission qui passait à la télévision nationale et qui est appelée Super Crack. Et des jeux comme ça, qui sont initiés, contribuent à stimuler l'intelligence de l'enfant et à l'amener à avoir l'esprit compétitif. À l'école, ce sont ces genres de jeux qu'il faut encourager. Maintenant, l'enfant, une fois à la maison, il y a des jeux qui relèvent de la tradition et qui concourent à sa socialisation. Parce que la maison qui contribue à l'éducation de l'enfant, donc il faut l'amener à faire des jeux qui sont conformes à son milieu social. Des jeux qui le préparent à la vie future, à sa vie d'adulte. L'être humain, c'est un être qui veut vraiment se sentir dans son milieu d'évolution, qui veut dompter son milieu physique et environnemental. Quand vous prenez par exemple la société des chasseurs, les enfants, ils sont initiés à la chasse parce que les parents, c'est l'activité que les parents, c'est à cette activité que les parents ont été initiés. Donc c'est un devoir à la fois social, pratique pour eux de léguer l'apprentissage de la chasse à leurs enfants. Quand vous prenez les enfants qui évoluent au niveau sur les bords du fleuve là, la plupart des jeux de ces enfants sont faits dans le fleuve. Parce que l'une de ses premières priorités, c'est de savoir nager dans le fleuve. Donc, c'est pourquoi chaque communauté, en fonction de ses réalités sociales, en fonction des réalités de son milieu physique et environnemental, initie des jeux pour préparer l'enfant à la vie future. Donc, ces jeux qui sont considérés comme des jeux purement traditionnels, qui viennent se greffer aux jeux que l'enfant apprend à l'école, vraiment lui donnent la globalité, lui donne dans sa plénitude entière, lui permet d'être l'homme qu'il faut pour vraiment être utile aux autres, et en même temps pour contribuer
à l'épanouissement des autres. Monsieur Bagna, parlons maintenant des jeux individuels parce que jusque-là, on parlait que des jeux collectifs. Voilà. Par exemple, à la maison, avec cette grande diversité de jouets proposés sur les marchés, comment est-ce qu'il faut choisir les jeux ou bien les jouets qui permettront à l'enfant de se développer harmonieusement, afin de comprendre le monde qui l'entoure? Oui, c'est très intéressant. Cette question est très importante à partir du moment où on ne peut pas se permettre de payer n'importe quel genre de jouet à l'enfant. Même si par ailleurs on est aisé, on doit vraiment faire un choix judicieux sur les jouets que l'enfant doit utiliser. Il y a des jeux, par exemple, les petits vélos, les petites voitures, les poupées. Donc si c'est un enfant qui est un garçon, vous pouvez lui payer une petite voiture ou un vélo. En lui payant ce vélo ou cette voiture, déjà vous le préparez à la vie d'un homme. Et si c'est une fille, pour bien la préparer à sa vie future, vous lui payez une poupée. Parce qu'il faudrait qu'à travers la poupée et l'enfant, le bébé de la poupée, que la petite fille sache qu'elle est déjà en train d'être préparée à la vie future parce qu'elle sera amenée à procréer, donc elle sera amenée à s'occuper elle-même de son enfant. Donc en faisant cela, vous stimulez et vous préparez l'enfant à sa vie future et vous l'amenez à comprendre que tel rôle dans l'organisation sociale traditionnelle, ça là, c'est mon rôle en tant que fille ou en tant que future femme. Quand c'est le garçon, il faudrait bien qu'il sache que ça là, le fait de conduire le véhicule, de mettre mes enfants dans le véhicule, de les amener et transporter à l'école, il faudrait que le garçon déjà soit mis dans des bonnes prédispositions d'esprit pour savoir qu'en tant que garçon, il sera amené, quand il sera adulte, à prendre son véhicule pour transporter ses enfants, pour les amener à l'école. Mais monsieur Bagna, quand vous dites qu'il faut offrir un vélo ou une voiture au petit garçon et une poupée à la fille, ne pensez-vous pas que c'est déjà inculquer une différence chez ces enfants? C'est le garçon qui doit conduire, la fille, elle doit peut-être rester à la maison avec les enfants. Oui. C'est pas déjà leur inculquer la différence entre les hommes et les femmes? Non. Une limitation? Non, ça ne va pas limiter les enfants parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs de ménage, quand ils vont au marché, ils payent aussi c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de chefs de ménage, quand ils vont au marché, ils payent des voitures, des petites voitures à leurs enfants-filles. C'est pas parce que vous avez payé une voiture au garçon que vous n'allez pas le faire pour la fille. Parce que les femmes conduisent aussi. C'est juste un exemple que je suis en train de mettre en relief pour montrer que dans la vie, indépendamment du genre, chaque sexe a son rôle spécifique. Merci, M. Bagna, pour ces précisions. Madame Zubaida, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la question? Comment choisir le bon jeu ou jouet qui permettront à l'enfant de se développer pour comprendre le monde qui l'entoure? Donc, par rapport au choix des différents jeux, d'abord, moi je dirais que le jeu il se présente sous deux formes. Il y a le jeu libre, c'est-à-dire l'enfant doit se livrer à un jeu de son choix. Il doit choisir son jeu, que ce soit à la maison ou bien à l'école. Nous avons par exemple les moments de récréation où il faut laisser les enfants faire libre choix de ce qu'ils vont jouer. C'est pourquoi il y a l'installation de certains jeux externes, quand vous voyez dans certaines maisons ou bien à l'école, nous avons des balançoires, nous avons des toboggans, des pneus, les colonnes des pneus, il y a des cerceaux. Et chaque enfant maintenant est libre d'aller jouer. Mais là aussi, on doit faire attention, on doit surveiller. À ce niveau, c'est comme si les parents ne doivent pas interférer dans le choix des jeux de l'enfant. Oui, l'enfant il a le droit de choisir le jeu, seulement il faut le mettre dans la possibilité de le faire. Par exemple, à la maison, l'enfant, vous allez le voir courir par-ci, par-là, sauter par-ci, par-là. Il est en train de créer lui-même. Est-ce que c'est tous les jeux qui sont bons pour le développement de l'enfant? Tous les jeux sont bons, mais il y a des jeux dangereux auxquels le parent a le droit, il faut avoir un œil regardant. Oui, par exemple, la roulade.
il faut laisser l'enfant faire. Mais donc, l'amener à faire ça doucement ou bien même l'aider à se tourner. Parce que, comme l'a dit, il faut préparer l'enfant à la vie future. Nous avons vu dans les établissements, par exemple, les collèges ou bien les lycées, on amène donc l'élève à faire des roulades, etc., etc. Donc, dès le bas âge, il faut que l'enfant apprenne lui-même à se développer. Il faut laisser l'enfant, ça développe donc le physique et le mental aussi. Parce que ça a des objectifs, le jeu libre. Il peut se détendre, il peut se divertir, il peut explorer donc l'espace. Il développe la créativité, l'imagination. Il imagine, donc il ne faut pas freiner cette capacité de l'enfant. Ça dépend aussi de chaque enfant, quoi. Il y a des enfants qui sont plus physiques et moins. Est-ce qu'il y a des jeux vraiment où ils doivent fournir moins d'efforts tout en ayant le même résultat? Oui, on peut par exemple le jeu de balle, par exemple acheter une balle à l'enfant ou bien les ustensiles de cuisine comme l'a dit donc mon collègue, là, on peut amener et l'enfant étant assis. Et il y a des jeux par exemple même de fabrication. Par exemple, vous avez vous avez fini votre boîte de lait. Nous, au préscolaire, les emballages, là, ça ne se jette pas. On laisse là et on tend ça à l'enfant pour qu'il crée des jeux, qu'il imagine avec des cartons, avec du fil de fer. Il peut fabriquer un jeu pour lui-même. Et ça développe la créativité, ça développe l'imagination de l'enfant. Donc, on peut vraiment se procurer à l'enfant un jeu, comme on peut le laisser créer lui-même. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment d'inconvénient si on laisse l'enfant créer lui-même. Et maintenant, il y a les jeux, ce qu'on appelle des jeux éducatifs. Là, ce sont des jeux à travers lesquels l'enfant apprend. Et ça développe l'attention chez l'enfant. Il y a beaucoup de jeux éducatifs que nous avons au niveau de la petite section et au niveau de la grande section. Par exemple, les comptes numériques. Les comptes numériques, il s'agit donc c'est un jeu chanté où on compte les nombres et l'enfant apprend la numération. Il y a aussi les jeux, par exemple, des lettres. L'alphabet, vous avez donc chanter ou bien faire de comptines lettres et l'enfant apprend maintenant l'alphabet à travers ces comptines-là. Vous pouvez lui amener donc, il y a des jeux où il y a des lettres en plastique, je ne sais pas, le jeu là, où l'enfant peut composer des mots, il peut composer des syllabes, donc ce sont des jeux éducatifs. Monsieur Bagna, quel jeu il faudra offrir à l'enfant selon son tempérament physique? En fonction de son tempérament physique, c'est vrai, le jeu renforce les capacités cognitives, émotionnelles, physiques de l'enfant. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il faut faire jouer l'enfant à tous les jeux. Parce que quand vous faites travailler l'enfant, parce qu'il y a certains jeux qui relèvent un peu de l'activité physique. Ça, il faut l'éviter parce que si vous le faites faire à l'enfant, c'est comme si vous êtes en train de l'amener à faire le travail qu'on appelle le travail des enfants qui est interdit par la loi. Donc, vraiment, il y a des jeux qui ne peuvent pas avoir un impact négatif sur les capacités physiques de l'enfant. Et on peut lui faire fermer tous les jeux qui peuvent affecter ses capacités physiques jusqu'à sa santé. Vraiment, il faut l'éviter, quoi. Quand on dit jeu, on dit épanouissement. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de force. Entre les jeux collectifs et individuels, lequel est meilleur pour le développement social, pédagogique de l'enfant? Il n'y a rien à dire. Pour son entre les jeux libres que l'enfant lui-même initie pour lui et les jeux collectifs, pour parler de socialisation, le jeu collectif permet vraiment à l'enfant de se socialiser. Parce que là, il se met en interaction avec ses camarades. Autant qu'il a des capacités de créer des jeux, il a des capacités d'initier, autant les autres camarades aussi ont les capacités de le faire. Donc, quand les enfants s'amusent ensemble, ils se mettent en interaction, c'est comme si on est sur un terrain de partage de savoir, de partage de créativité, de partage de jeu. Donc, vraiment, ça complète l'enfant, ça le socialise, ça renforce aussi son éducation, ça l'amène vraiment à être un enfant qui a le sens de la solidarité, de l'amour du prochain. C'est d'où l'avantage du jeu collectif.
sur le jeu individuel. Madame Zubaida, dans les écoles par exemple, vers quel jeu est-ce que vous orientez surtout les enfants, collectifs ou bien les individuels? Et donc les jeux auxquels on oriente les enfants, c'est dans tous les deux formes de jeux. Par exemple, quand on est en récréation, vraiment c'est le jeu individuel. Et on est en face des matériels qui sont là dans la cour. Et les enfants, chacun n'a qu'à choisir le jeu de son choix. Et ils se livrent au jeu. Maintenant, dans les activités, par exemple, quand on présente une leçon, par exemple, on amène un groupe d'enfants dans des jeux que nous appelons des jeux internes en classe. Ça, c'est en groupe. Et comme l'a dit le sociologue, donc vraiment le travail en groupe, ça permet à l'enfant de développer la camaraderie, de se connaître, donc de connaître les individus qui forment le groupe-là. Et il y a un partage d'expérience aussi. Tu connais jouer, toi aussi, maintenant il y a une stratégie que tu as développée et que moi je ne connais pas. Donc maintenant il y a un partage d'expérience en groupe. Jouer est une activité naturelle pour un enfant. Il joue spontanément. Toutefois, il peut arriver qu'un tout petit manque de temps pour s'amuser parce que souvent l'horaire très organisé des familles laisse peu de place au jeu. Et à quel moment à la maison, par exemple, il faudra laisser l'enfant jouer pour faire la part des choses entre les études, etc. Il faut laisser l'enfant jouer. Après, par exemple, finir ses études, ses devoirs. Maintenant, vous les laissez un peu de temps dans la journée, après les études, après avoir mangé. Si l'enfant ne fait pas de sieste, vous pouvez le laisser aller vraiment se procurer du jeu pour le plaisir. Oui, pour se détendre, pour se divertir. La même question pour vous, M. Bagna. À quel moment est-ce que vous pensez qu'il faudra laisser le temps à l'enfant de jouer à la maison pour avoir une vie sociale, parce que la vie de famille, c'est d'abord une vie sociale? Oui, effectivement, il y a des enfants qui sont plus favorables au jeu des enfants, notamment les week-ends que les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants peuvent vraiment être transportés même dans des espaces ludiques. Il est vrai que les espaces ludiques sont payants ici pour le moment. L'État peut-être n'a pas engagé une politique ou n'a pas assez les moyens pour créer des espaces ludiques dans toutes les écoles du Niger. Mais néanmoins, pour les parents qui sont un peu nantis, ils peuvent transporter les enfants dans les espaces ludiques, notamment dans les jardins. Ça, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas les moyens même, à la maison, le voisinage est là. Les enfants des voisins qui viennent chez vous, ou bien sous le contrôle des parents, bien sûr, peuvent initier eux-mêmes des jeux, ou bien être initiés à des jeux qui peuvent rentrer dans leur épanouissement social et culturel. Est-ce qu'il faudra offrir un jeu à chaque étape de son développement, à chaque âge? Un an, quel jeu il faut? 2 ans, 7 ans, jusqu'à l'adolescence? Effectivement, le bébé de 6 mois ou le bébé d'une année n'a pas les mêmes jouets que celui qui a déjà 7 ans, qui est capable de discernement. Parce que le bébé d'un an, si vous lui donnez les jouets d'un enfant capable de discernement, il ne va rien faire avec. Donc les jouets sont en fonction, bien sûr, de l'âge de l'enfant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, à chaque étape? Oui, l'exemple que je peux vous donner, par exemple, un bébé d'un an à 1 an et demi, on peut lui donner si c'est une fille, je pense qu'il est beaucoup plus approprié de lui payer des ustensiles de cuisine pour l'amener à apprendre de son milieu et à stimuler son intelligence et à s'adapter en fonction de ses exigences physiques. Et entre 7 et 10 ans... à partir de 7 ans, quand l'enfant entre à l'école, vraiment, il faut l'aider à faire les jeux concours, quoi. Les jeux concours à la maison, le parent qui est lettré peut aider ses enfants à faire des jeux concours à la maison. Madame Zubaida, quel jeu est-ce qu'il faudra offrir à l'enfant à chaque étape de sa vie, à chaque âge? Oui, effectivement, à chaque âge, il y a donc un jeu y correspondant.
Et, par exemple, la petite fille de 3 ans, moi j'ai dit, si c'est dans le jeu, par exemple, d'imitation, la fille imite sa maman, par exemple, dans le maquillage. La fille de 2 ans, vous ne pouvez pas lui offrir les matériels pour se maquiller. Elle risque même d'avaler ça. Mais, par exemple, une fille de 10 ans, de 7 ans vraiment, ou bien de 56 ans, elle peut très bien vous mettre le rouge à lèvres, le crayon, etc. Donc, c'est un jeu d'imitation. Vous voyez, donc, le jeu va avec l'âge. Et que ça soit pour la fille et aussi que ça soit pour les garçons. Oui. Par rapport au jeu d'imitation, il faut être très prudent, quoi. Parce on peut permettre à une petite fille de 7 ans ou de 8 ans de porter, de mettre les rouges à lèvres, mais tout en restant à la maison avec. Oui. Si elle doit sortir, elle ne doit pas, il faut l'empêcher de sortir. Non, le jeu, ça reste à la maison. Mais c'est bon qu'elle apprenne que voilà ce qu'il faut faire quand on est grand. Quand on est grande, une fois qu'elle devient grande, voilà ce qu'elle doit faire pour se maquiller, pour même son mari, tout ça là, c'est bon. Mais il faut pas les laisser se maquiller et sortir. Voilà. Pour la cuisine, c'est la même chose pour la cuisine. Par exemple, les ustensiles de cuisine. Le petit enfant, on ne peut pas lui remettre le couteau, par exemple. Même s'il y a du couteau, il ne reste que le couteau en plastique. Maintenant, progressivement, vous allez voir, on va remplacer ça par le couteau, le vrai couteau, si c'est vraiment un âge avancé. Au cours de ce débat, j'ai remarqué que vous n'avez pas évoqué les jeux numériques sur les tablettes, et les dessins animés que les enfants regardent. Pensez-vous que ce n'est pas aussi important pour le développement, un développement vraiment positif de l'enfant, M. Bagna? C'est des jeux, quand ils sont bien sélectionnés pour l'enfant, peuvent contribuer à son épanouissement. C'est des jeux qui peuvent compléter la formation de l'enfant. Au-delà de la formation qu'il reçoit à l'école, vraiment, ils peuvent amener l'enfant à comprendre beaucoup de choses. Quand ils sont bien sélectionnés et quand ils sont adaptés à la bonne éducation, quand ils ne vont pas au contre-courant de nos pratiques, nos bonnes pratiques et de nos bonnes mœurs. Je vais vous prendre l'exemple des dessins animés là. Ces dernières années, il y a des dessins animés qui sont faits à l'image de la société africaine. Il y a des dessins animés dans lesquels on montre des jeunes, des petits noirs qui sont dans la forêt, qui sont là en train d'organiser une partie de chasse. Ça là, vraiment c'est bon pour les enfants. Mais les dessins animés qui font la publicité de LGBT, c'est des pratiques qui ne sont pas de nature à offrir à l'enfant une bonne éducation. Donc vraiment, en tant que parents, il nous incombe de veiller à ces jeux-là. Madame Oubaïda, que pensez-vous des jeux numériques aussi? Les jeux numériques, vraiment, je pense que ça aide l'enfant dans le développement cognitif. Mais seulement, ils sont trop cool les tablettes. Moi, je pense qu'il faut de temps à autre, il faut qu'il y ait un temps pour ces jeux-là. Il ne faut pas les laisser à tout moment avec les tablettes. Je continue avec vous. Pourquoi les jeux d'éveil sont-ils importants dans le développement de l'enfant? Importants aussi dans le milieu pédagogique? Oui, ces jeux sont importants parce que quand on parle du milieu pédagogique, on parle de l'école. Et généralement, l'apprentissage de l'enfant, quand il y a jeu, quand on intègre le jeu, il est facilité. Et on sait que le jeu, c'est une activité primordiale, une activité principale de l'enfant. Tant qu'il y a un jeu, vous allez voir l'enfant motivé. Et quand l'enfant est motivé, il est prêt à donner tout ce qu'il peut. Quand il est motivé, il s'engage. Il s'engage dans toute activité et c'est la réussite. C'est pourquoi vraiment il faut instaurer le jeu donc à l'école. C'est un outil pédagogique. Ça facilite l'apprentissage et ça amène l'enfant à s'engager pleinement dans ce qu'on va lui apprendre. Et quel est votre dernier mot par rapport à notre thème aujourd'hui? Vraiment, le thème est très intéressant et ça fait appel donc aux parents qui empêchent les enfants de jouer. Vous allez voir des parents qui enferment les enfants, ils les empêchent de sortir. L'enfant est cloîtré. Non, laissez l'enfant vraiment se divertir.
Seulement, il faut le cadrer. Si c'est à la télévision, choisissez les chaînes qui ont des jeux qui ont trait à nos valeurs culturelles. Donc, il ne faut pas laisser l'enfant dans tout. Monsieur Bagna, pourquoi est-ce que les jeux d'éveil sont-ils importants dans le développement de l'enfant et aussi dans son développement social? Les jeux d'éveil sont à la fois importants pour le développement d'un enfant, parce qu'on dit qu'un enfant, il est fragile. C'est un être en développement, c'est un être en devenir. Donc, pour qu'il arrive à acquérir la plénitude de ses capacités physiques, cognitives et émotionnelles, il faudrait bien que l'enfant soit accompagné dans son éducation par les jeux. Et les jeux les plus importants sont les jeux qui socialisent l'enfant, c'est-à-dire les jeux collectifs, les jeux qui le mettent en interaction avec ses camarades, qui le mettent en compétition avec ses camarades de classe. Les plus intéressants, c'est les jeux socialisants. Et les jeux, c'est-à-dire qui inculquent à l'enfant la solidarité, l'entraide, l'amour du prochain, l'importance, la sacralité de la valeur humaine. Un enfant sans jeu est un être qui n'a aucune capacité de réflexion, qui n'a aucune maîtrise de son environnement physique et social, qui est là et qui finira par être un adulte qui n'a pas cette personnalité d'être responsable et pour apporter sa contribution à la communauté ou par extension à la nation tout entière. Donc les jeux, comme elle l'a dit, restent et demeurent une priorité dans l'éducation d'un enfant. L'enfant, en dehors de son apprentissage scolaire, le jeu rentre dans son encadrement social, dans son encadrement scolaire et dans son encadrement tout court. Mon dernier mot, c'est que les jeux traditionnels ont tendance à disparaître et à donner place aux jeux modernes. Et les jeux traditionnels sont tous des jeux socialisants. Mais parmi les jeux modernes, vous retrouverez des jeux qui sont très dangereux, qui influencent négativement le comportement de l'enfant, comme les jeux qui incitent à la violence. Ces jeux-là doivent vraiment être interdits, même dans les numériques, dans les appareils, où à la limite, le parent doit jouer un rôle de veille sur l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas rentrer dans d'autres options qui vont l'amener à adopter un autre comportement qui jure avec nos valeurs sociales et culturelles. L'État doit investir dans les jeux, c'est-à-dire en créant des espaces ludiques dans toutes les écoles du Niger. Ça incombe à la responsabilité de l'État, parce que ce ne sont pas tous les parents qui ont les moyens d'amener leurs enfants dans les espaces ludiques. Et du coup, ça crée une rupture d'égalité entre enfants des pauvres et enfants des aisés ou enfants des riches. Donc, pour combler ce vide, l'État a la responsabilité régalienne de créer des espaces ludiques dans toutes les écoles du Niger. Des espaces dans lesquels les jeunes vont s'épanouir pendant les week-ends, ne serait-ce qu'une seule fois la semaine, même si c'est le samedi, chaque samedi ou chaque dimanche. D'accord. Ça, c'est un. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je pense qu'au regard de l'importance des jeux dans l'éducation de l'enfant, l'État doit initier une journée spécifiquement dédiée aux jeux d'enfants. Ça va amener tous les enfants du Niger à savoir que les jeux sont d'une grande importance dans leur éducation et ça va promouvoir ces jeux-là. Et troisièmement, c'est-à-dire valoriser les jeux traditionnels à travers des petites assemblées dans les villes, regrouper des jeunes dans les villes, dans les quartiers, et pour les initier aux jeux traditionnels. Ça permettra de préserver vraiment nos valeurs sociales. Et revenir aux jeux sociaux. Oui. Ça permet vraiment de
Voilà, c'est ça. Et revenir vraiment. Maintenant, c'est d'encourager ou bien d'initier les jeux concours à travers les émissions par les différentes chaînes télévisées du Niger, que ce soit des chaînes publiques ou des chaînes publiques ou des chaînes privées. Vraiment, vous-même, il vous incombe de voir quel espace aménagé dans la semaine sur les jeux, de communiquer l'agenda pour nous permettre, nous les parents, d'être câblés sur la télévision et de se dire que tel jour, telle heure, Kalangu va faire passer un tel jeu. Donc, vraiment, et que ce jeu-là, l'heure que Kalangu aura fixé, soit une heure compatible aux enfants, ne soit pas une heure qui puisse empiéter dans les horaires scolaires, quoi. Voilà, vraiment, c'est mon dernier mot comme ça. En tant que premier compagnon de votre enfant, les jeux ou jouer en collectif ou individuel permettent à l'enfant de vivre, de partager de bons moments de joie, de détente, d'apprentissage. Selon nos invités, en fonction du milieu, de l'âge et du jeu en lui-même, l'enfant apprend à développer la motricité fine, l'intelligence et apprendre la vie en société. Les jeux spontanés ou créés permettent aussi à l'enfant de développer leur psychomoteur et cognitif ainsi que l'exercice de tous les aspects de développement. En bref, il est très important de faire le bon choix de jeu des enfants et de les laisser en jouer. Ici se termine ce forum. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci chers invités pour votre fidélité. Nous avons discuté sur le choix du bon jeu d'éveil pour les enfants. Vous pouvez réécouter le forum sur notre site www.studiokalangu.org et sur Facebook. Excellente soirée à tous.